merci à nouveau de votre générosité et de votre bienveillance, puisque de Dakar, nous aurons le plaisir les uns et les autres de vous entendre ce soir sur une thématique qui n'a pas été beaucoup... S'il vous plaît, Lisa, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro. Donc, pensez toutes et tous, s'il vous plaît, à éteindre votre micro de manière à ne pas parasiter notre rencontre. Et donc, je voulais à nouveau vous remercier, professeur, et vous dire effectivement que au sein des médias français, à ma connaissance, la thématique de la gestion de la crise sanitaire en Afrique a été peu ou mal couverte, que les journalistes sont souvent sensationnalistes dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, et que nous sommes absolument ravis d'avoir un point de vue beaucoup plus renseigné et plus scientifique grâce à vous. Je voulais également en introduction vous dire que j'ai personnellement le double bonheur ce soir de vous recevoir, d'abord au titre du membre du CODIR de l'école militaire en charge des conférences, et je voudrais d'ailleurs remercier Édouard, dont je vois l'étiquette, pour nous avoir mis en contact avec sa générosité habituelle. Merci à toi, Édouard. Puis je voudrais, une fois n'est pas coutume, remercier Thierry Colombier, l'homme de l'ombre, mais sans qui rien ne serait possible. Je voudrais également vous dire, professeur, que nous avons commencé cette première journée au sein du programme que j'ai le bonheur de diriger à ESCP, donc un programme dédié aux industries de santé. Et les étudiants de ce programme, les 65 étudiants de ce programme, vont assister à votre présentation avec grand bonheur. Donc, d'une certaine manière, vous êtes notre feu d'artifice en ce grand jour de rentrée universitaire. Merci, professeur. Comme on l'a vu ou comme on en a déjà parlé ensemble, on va vous laisser exposer vos idées et vos points de vue scientifiques et renseignés. Et puis, je collecterai donc pour les participants, en particulier pour les étudiants, mais également pour les autres qui sont, disons, plus habitués à nos échanges, je collecterai d'abord nos échanges pour ne pas vous ennuyer dans votre exposé via le chat. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser toutes les questions que vous souhaitez au professeur Badiane, de façon à ne pas l'interrompre pendant son exposé. Et ensuite, écoutez, nous deviserons, vous tous, moi, avec le professeur Badiane, autour du sujet qu'il va traiter, à savoir de la gestion de la pandémie et de la Covid-19 au Sénégal. Si vous me permettez, professeur et cher Sédou, de rappeler vos nombreux titres universitaires. Alors, je ne vais pas en faire la liste, puisque en tant qu'académique, je sais que nous avons des CV et des bios, même résumés assez longues, mais je crois savoir que vous êtes professeur de médecine, neurochirurgien, maître de conférences à l'université de Dakar. Vous êtes également coordinateur du DES de neurochirurgie à cette même faculté, et puis vous êtes professeur titulaire des universités. Vous avez, semble-t-il, également des fonctions d'édition et de mise à disposition de la science en tant que rédacteur en chef de la revue africaine de chirurgie. Vous êtes membre de très nombreuses sociétés savantes, soit francophones, soit anglophones. Et enfin, vous êtes commandeur de l'Ordre national du mérite du Sénégal. C'est un privilège et un vrai honneur de vous accueillir ce soir et nous vous remercions de vos lumières et de vos éclairages. Merci beaucoup Frédéric. Je suis ravi d'être des vôtres aujourd'hui. Comme vous l'avez si bien dit, ça aurait été bien que ce fût en présentiel, mais voilà, on se rattrapera comme vous l'avez dit. Je voudrais remercier l'IHUDN par vous-même, Pascal, Thierry, l'homme de l'ombre, comme on aime à le surnommer, mais plus particulièrement Édouard de Taille, bien sûr, qui a été un peu l'artisan principal de l'organisation de la conférence d'aujourd'hui.
Il a fait plus que ça d'ailleurs, mais bon, voilà. Je voudrais faire un coucou également à certaines personnes que je vois ici, Louis Valentin, et remercier, je ne vois pas Nick. Enfin, Nick, si tu es là, je te salue. Je voudrais saluer Allegra, Andy et tous les autres qui ont permis peu ou prou l'organisation également de cette conférence. Très bien. Alors, je vais vous échanger avec vous mon expérience de la pandémie, de la gestion de la pandémie du Covid au Sénégal. Vous me recevez? Très bien. Tout à fait. Nous vous Très bien, recevons Frédéric. très, très bien. Nous vous voyons très bien et nous vous recevons parfaitement. C'est parfait. Alors, pour rappel, qu'est-ce que nous savons du coronavirus? Eh bien, c'est un virus qui vivait chez les animaux, puis chez les hommes. Nous en connaissions 6. Et aujourd'hui, depuis le 9 janvier 2020, nous en connaissons un nouveau qu'on a baptisé Coronavirus Diseases 2019, d'où le titre de Covid-19, qui est, je crois, féminin en français. Nous savons également que c'est un virus qui est responsable de gros problèmes de santé publique dans le monde, qu'il a un pronostic qui est lié à la gravité des formes sévères et qui conduit à l'exitus. Et enfin, que le traitement est essentiellement symptomatique, sinon préventif. D'un point de vue de l'histoire, de l'historique du moins, c'est en fin d'année 2019 que nous avons retrouvé les premiers cas groupés de pneumonie sévère. C'était dans un marché à Wuhan, en Chine, et le marché a été fermé le lendemain. Et 9 jours plus tard, le nouveau virus a été identifié. À la fin du mois suivant, eh bien, l'OMS, au vu de la flambée de cette épidémie dans le monde, a décrété l'urgence de santé publique de portée internationale. Il faudra attendre le 2 mars pour avoir le premier cas au Sénégal. Il s'agissait d'un ressortissant français qui était allé en vacances chez lui à Nîmes et qui, sur le retour, a senti des manifestations cliniques qui correspondaient à ce dont il avait entendu parler, correspondant au Covid. Du coup, il s'est placé en quarantaine, il s'est isolé de sa famille. Arrivé à Dakar, il s'est présenté au service de santé. Il a été hospitalisé. C'était une forme simple. Tout s'est très bien passé. Il est rentré chez lui. C'était le premier cas dit importé. Le premier Sénégalais est venu 4 jours plus tard, lui d'Italie, alors que l'épidémie faisait rage en Italie. Eh bien, lui a eu le comportement inverse. Il est rentré, il s'est comporté comme s'il n'avait pas le Covid et il a contaminé toute sa famille et de très nombreux proches. C'est à la fin du mois de mars que nous avons enregistré le premier décès. C'était Pape Diouf, qui était davantage connu en France, en cela qu'il avait occupé les fonctions de président de l'Olympique de Marseille. D'un point de vue épidémiologique, et en tout cas à la date du 23 août, puisque j'ai réactualisé à cette date-là, la situation épidémiologique dans le monde montre que tous les pays sont atteints, tous, compte tenu des pays qui ne déclarent pas leurs données, avec des points chauds, en particulier dans certains pays, les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Royaume-Uni. L'évolution de cette maladie s'est faite différemment en fonction des pays. Certains sont à la 3e vague, d'autres à la 4e. En Afrique, alors, on a appelé vague des épisodes précis au cours desquels nous avons une flambée et un nombre de cas cumulés beaucoup plus important que d'habitude, réalisant sur une courbe une espèce de pic. Et c'est la succession de pics suivie de reflux qui a été assimilée à ce qu'on a appelé communément les vagues. Et sur la figure en bas, vous voyez ici les 3 vagues telles qu'elles se sont données en Afrique jusqu'à présent. Excusez-moi, Seydou, oui. Nous ne voyons pas votre écran pour le moment. Du tout? Non, nous vous voyons très bien et nous sommes très heureux de vous voir.
Mais vous savez toujours pareil, partager l'écran. Vous pouvez partager votre écran comme on l'a fait et je pense qu'on va avoir votre présentation PowerPoint à ce moment-là. Vous voyez ce que vous aviez fait précédemment. Oui, je vais Partager. partager. Ça ne vient pas? Non, pour le moment, non. Comment dirais-je? Vous êtes sûr d'avoir bien cliqué sur vous savez, la flèche blanche ou noire sur fond vert ou sur fond bleu peut-être, Oui, c'est ça. plutôt que la petite flèche à côté. Voilà, nous voyons votre écran désormais. Vous avez mon écran? Oui, tout à fait. Nous voyons très bien votre écran. Et D'accord. si vous cliquez, voilà, impeccable. On vous voit même cliquer sur la focus. Voilà, Alors, parfait. bon, je montrais la situation épidémiologique en Afrique, dans le monde. Et en Afrique, je montrais que ces trois vagues que l'on voit là sont alimentées essentiellement par l'Afrique du Sud, le Kenya, vous le voyez sur votre droite, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana et les Swatini. Mais ici, nous prenons en compte juste le nombre de cas journaliers. Parce que si l'on prend le nombre de cas cumulés, effectivement, cette séquence peut se donner différemment. Et ces données sont à la date du 23-8. En Afrique, vous avez ici les vagues qu'on a représentées, que j'ai définies tout à l'heure, qui sont essentiellement alimentées, évidemment, par le Nigeria et le Ghana toujours, mais également à la date du 23 par la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Au Sénégal, donc, l'évolution de la maladie s'est faite selon trois vagues, dont je vais parler tout à l'heure, et de la manière suivante. La première vague est apparue à partir du premier cas importé. Elle a duré à peu près 7 mois. C'est sur la figure de gauche, cette espèce de frémissement-là. Elle a duré 7 mois. Elle a connu une transmission peu intense, avec un record de cas journaliers observés de 205 cas pendant 7 mois. Puis, en décembre, après une période de 2 mois au cours de laquelle c'était un peu le calme plat, nous avons eu à nouveau une augmentation de cas et cette deuxième vague a duré 4 mois avec une transmission beaucoup plus intense que la première. Et c'est à ce moment-là que nous avons décrit les premiers variants dits alpha, dits préoccupants par l'OMS. La troisième vague est apparue à la mi-mai, avec, vous le voyez ici, une explosion du nombre de cas cumulés, avec un maximum atteint à la date du 18 juillet de 1722 cas, comparativement aux 205 à la première vague. Cette transmission évidemment était beaucoup plus intense que la deuxième vague, avec conséquemment davantage de cas graves et davantage de décès. Et cette contamination est essentiellement liée au variant Delta. Cette courbe épidémiologique des cas confirmés montre bien cette courbe montre bien l'évolution en 3 vagues avec le pic observé à la troisième vague. Cette cartographie du cumul des cas confirmés montre la disparité de la répartition du Covid dans notre pays, avec la région de Dakar représentant véritablement l'épicentre, avec 47 760 cas, suivi immédiatement par la région de Thiès, qui n'en compte que 7 624. Et cette disparité est retrouvée dans la cartographie des taux d'attaque, qui montre 1213 cas à Dakar, qui est l'extrême positive, et 32 cas seulement dans la région de Kaffrine, qui est au centre, qui est l'extrême négatif. Avec une moyenne nationale de 418 cas en taux d'attaque, ce qui est relativement élevé par rapport aux pays de la sous-région. La pyramide des âges s'est donnée différemment en fonction des vagues.
vous voyez que pour les premières et deuxièmes vagues, nous avons un peu une prédominance de personnes âgées de sexe masculin, alors qu'à la troisième vague, vous avez une prédominance des jeunes, et ce qui est une caractéristique du variant Delta. En tout état de cause, le nombre de cas cumulés est strictement proportionnel à la stratégie de testing. Ici, sur cette courbe, nous avons représenté à la fois les mesures épidémiologiques qui ont été prises par le gouvernement et les autorités et les événements sociaux qui sont survenus dans la période. Alors, au début du mois de mars, enfin à la fin du mois de mars, alors que nous n'avions pas encore connu un seul décès, et il y avait juste des cas modérés, quelques cas graves rares, mais au vu de comment la situation se donnait en Europe, où il y avait une flambée extraordinaire, un nombre de morts inimaginables, et en Amérique du Nord, alors le gouvernement a pris la décision de décréter l'état d'urgence, avec toutes les mesures coercitives qui s'en suivaient, le couvre-feu, l'interdiction de manifestations, de restaurants, et tout cela. Port du masque obligatoire, etc. Avec la police qui patrouillait. Et donc voilà, c'est la première mesure. Ensuite, la Korité est survenue le 24 mai. La Korité, c'est une fête de l'Aïd qui consacre la fin du mois de Ramadan. C'est l'occasion de beaucoup de festivités, de visites de la famille. C'est également la prière commune où des milliers de personnes se regroupent pour prier, etc. Et ce sont les épisodes de la vie pour lesquels on a toujours beaucoup peur de ce qui va s'en suivre. Mais devant une levée de boucliers de l'ensemble des gens, des travailleurs, de la nuit, des soirées et tout cela, du fait qu'ils ne travaillaient plus, ne gagnaient plus d'argent, ils ont appuyé là où il ne fallait pas, quoi, pour que le gouvernement lève le couvre-feu. Celui-ci, il l'a levé. Et le 7 juillet, il y a eu un changement de la stratégie de dépistage. Au départ, l'on testait à partir du cas positif tous les cas contacts. S'il y en avait 200, on les testait tous. Par la suite, les autorités ont décidé de ne tester que les cas contacts symptomatiques, c'est-à-dire qui présentaient des manifestations cliniques déterminées. Le 5 octobre est survenu le Magal. Magal, c'est un des événements les plus importants dans le pays qui sont liés à la communauté mouride qui siège à Touba. La communauté mouride est une des communautés religieuses les plus puissantes en nombre et qui célèbre la mise en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Donc, c'est l'occasion pour une ville d'1 million d'habitants environ de tripler sa population. Et c'est l'occasion également de veillées religieuses, de festivités pendant une semaine. Et donc, ça aussi, c'était un gros problème puisque cette manifestation avait été maintenue. Mais contrairement à ce à quoi nous nous sommes attendus, il n'y avait rien eu dans les 15 jours qui ont suffi. Après, vers le 11e mois, le début novembre du mois de l'année 2020, il y a eu une nouvelle tendance croissante avec l'ouverture des classes, les fêtes de fin d'année, et le couvre-feu a été instauré le 9 janvier devant justement cet accroissement constant du nombre de cas et qui a fait que le gouvernement est revenu sur des mesures anciennes qu'il avait levées pour les remettre, avec cette fois-ci des horaires un peu moins drastiques, je dirais. Ensuite, c'est en début février que la vaccination a commencé et nous avons connu effectivement une défervescence de cette courbe-là. Et la fin de l'état de catastrophe sanitaire a été décrétée le 19 mars, compte tenu effectivement de cette décroissance-là. Et c'est à peu près vers le début du mois de mai qu'on a commencé à avoir une nouvelle tendance de ce qui sera plus tard la troisième vague. Alors, cette troisième vague a vu grossir avec un décalage certain, puisque ces cas graves sont liés à la quantité de personnes atteintes. Et donc, après un certain décalage, on a vu les cas graves augmenter de plus en plus avec, effectivement, à la dernière semaine du mois de juillet, un pic sur cette semaine de 283 cas graves. Et conséquemment, aux cas graves, la mortalité également a flambé avec des périodes d'accroissement extrême, comme de la dernière semaine du mois de juillet à la première semaine du mois d'août. Eh bien, nous avons connu une hausse de 11%
d'une mortalité qui était déjà très importante à cette période-là. Face à cela, bien sûr, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures de santé publique. C'est notamment d'abord la mise en place de divers comités du plus haut niveau stratégique, c'est-à-dire la présidence de la République, au niveau le plus bas, si je dirais, opérationnel, avec différentes instances, avec une coordination de l'ensemble de ces campagnes et des réunions d'évaluation. La surveillance des points d'entrée s'est faite sous l'égide du ministère de la Santé à travers la direction de la santé publique, la direction générale de la santé publique, avec les techniques habituelles de santé publique, de surveillance de l'épidémie. Le point phare de l'exploration diagnostique a été au Sénégal la décentralisation des moyens diagnostiques, des laboratoires, disons. Pendant une période déterminée, l'Institut Pasteur de Dakar a eu l'exclusivité de la responsabilité des tests, et ceci a été décrié par de nombreux laboratoires qui s'estimaient capables, ou en tout cas avoir les capacités de réaliser des tests fiables. Et après discussion et tout cela, 7 laboratoires finalement ont été reconnus comme valides, susceptibles de réaliser en toute efficacité des tests RT-PCR, et ainsi progressivement, dans toutes les régions du Sénégal, un laboratoire régional a été capacité qui a permis de faire les tests. Donc, nous avons décentralisé les tests sur toute l'étendue du territoire. Les tests de diagnostic rapide ont été initiés dans les sites sentinelles, aujourd'hui mis à l'échelle. Et dans les laboratoires, les 2 principaux laboratoires, l'Institut Pasteur et un autre qui s'appelle IRSF, qui sont les laboratoires les plus sophistiqués, il existe des activités de séquençage qui ont été poursuivies pour la détection de nouveaux variants. La prévention et le contrôle de l'infection ont été rendus possibles essentiellement par la redynamisation des comités d'hygiène et de sécurité et le renforcement de leurs moyens de travailler. La prise en charge également a eu pour stratégie essentielle leur décentralisation. Devant l'augmentation du nombre de cas, les capacités de prise en charge ont été augmentées de façon progressive. D'un seul site, on est passé à plusieurs, en tout cas dans chaque région, et c'est ainsi que des prises en charge extra-hospitalières et à domicile ont été prises en charge. Des hôtels ont été réquisitionnés, des sites de villégiature également, et ont été dédiés à la prise en charge de ces malades à partir du moment où les hôpitaux en étaient venus à être saturés. Et la prise en charge à domicile des cas simples sans comorbidité a également été promue, évidemment avec le soutien qui s'ayait. Des protocoles de traitement ont été harmonisés par une multitude d'ateliers de formation, des ateliers préparatoires, des finalisations de modules de formation qui ont été à un niveau national puis régional, enfin départemental, avec des formations de formateurs, et tout cela avec la participation d'experts universitaires pour la mise en place de ces différentes procédures de protocoles thérapeutiques par des collègues spécialistes de différentes spécialités. La mobilisation de ressources a été très importante, avec des allocations très importantes de l'État. Le bilan de tout cela devra être fait sur l'utilisation et les résultats, mais en tout cas des financements très importants qui ont été endogènes, mais également par l'appui des partenaires techniques et financiers qui peuvent être des États amis et également des organisations non gouvernementales. Certaines sont très fortes avec des moyens très, très importants et d'autres, effectivement, avec des moyens plus modestes. Alors, la communication a été peut-être l'un des problèmes les plus importants en tout cas, puisque c'est un des domaines dans lequel l'État s'est davantage investi et pour lequel peut-être les résultats ont été les moins importants. D'abord, il y a eu un matraquage, mais alors systématique dans tous les médias, télévision, radio, évidemment la presse écrite, les communiqués de presse. C'était d'abord le ministre, puis ensuite le directeur de cabinet, ainsi de suite. Tout le monde y est passé, sans grand succès.
Puis ensuite, les religieux ont été impliqués dans la réponse. Je parlais tout à l'heure du mouridisme et des mourides. Le khalife général, par exemple, des mourides, a été sensibilisé, a été photographié portant un masque pour inciter les gens à porter un masque. Et ainsi, cette photo avec le khalife général portant un masque a été placardée sur toutes les rues de la ville sainte de Touba. Pour donner l'exemple, mais vraiment sans gros résultats. Des socio-anthropologues ont été impliqués. L'un d'entre eux disait que la maladie était médicale, mais que l'épidémie était sociale et que tant que la société n'était pas impliquée, effectivement, on ne pouvait pas attendre de réponse. C'est ainsi que tous les moyens ont été mis à contribution pour pouvoir arriver à démarrer cet engagement communautaire dont on a parlé. La vaccination a été vraiment l'opportunité de réduire la mortalité liée au Covid, surtout dans les populations à risque. La participation du Sénégal à l'initiative COVAX s'est faite dès le début. L'initiative COVAX est une initiative pour essayer de, disons, démocratiser un tout petit peu l'attribution des vaccins aux différents pays, puisque, en fait, ce qui s'est passé pour la vaccination, c'est que les pays riches ont littéralement vampirisé tous les vaccins possibles, disponibles dans le monde, et les pays pauvres, l'Afrique en particulier, s'est retrouvé le plus souvent, non seulement avec des difficultés de convaincre les populations de machin, mais surtout avec une indisponibilité de vaccins en quantité suffisante, ce qui est le problème de beaucoup de dirigeants. Donc, ce démarrage s'est fait dans les 12 régions du Sénégal, avec pour esprit toujours cette décentralisation. Sur le nombre de doses administrées, nous voyons la prédominance, bien sûr, du Sinopharm, qui a été le premier vaccin, et le seul d'ailleurs, disponible pendant toute une période. Et les premières cibles prioritaires qui ont été définies ont été vaccinées exclusivement par Sinopharm. Évidemment, j'en fais partie, puisque le personnel de soins était concerné. Et ça voudrait dire juste que je n'irai pas au restaurant quand j'irai en France. En tout cas, pour le moment. Ensuite, il y a eu AstraZeneca et aujourd'hui Johnson & Johnson, parce que nous avons eu un don du Royaume-Uni, je pense, la Grande-Bretagne, pour cela. 400 000, c'est rien. Pour les personnes vaccinées, en fonction des cibles, toutes les personnes vaccinées, bien, les personnels de santé représentent 8%, les personnes âgées 31%, et c'est surtout les personnes porteuses de comorbidité qui représentent le gros de la troupe. Et par rapport au taux d'achèvement, c'est les personnels de santé, c'est peut-être une charité bien ordonnée, qui ont été les plus complètement, je dirais, vaccinés. Puis ensuite, les personnes âgées, dont il faut se réjouir, et enfin, les personnes porteuses de comorbidité. Et sur cette courbe montrant les personnes vaccinées par région, nous voyons bien sûr Dakar, qui comporte le quart de la population sénégalaise répartie sur 0,3% de la superficie. Ce n'est pas étonnant donc. Vous avez à gauche, complètement à l'extrême, Kédougou, qui est à l'inverse une très vaste région avec une densité de population très faible. Et enfin, vous avez ce décaissement de la région de Diourbel, où se situe la ville sainte de Touba, effectivement, qui est une très grande ville en termes de démocratie qui vient après Dakar, et où effectivement une résistance par rapport à la vaccination se traduit nécessairement sur la courbe. Et de nombreux défis sont posés. C'est notamment le premier, c'est le défi organisationnel, parce qu'il fallait mettre en place un dispositif de riposte efficace, avec une coordination et des structures attenantes pour pouvoir gérer cette crise. Mais le problème principal était le suivi des recommandations édictées, parce que vous connaissez bien les médecins, en particulier mes collègues universitaires, où vous avez dans les hôpitaux des chapelles, où chaque responsable ou chef de service peut penser qu'il n'a pas à suivre ce que les autres disent, et il a une intime conviction, etc., etc. Mais de toute façon, je pense qu'en France, vous connaissez bien le problème au moins autant que nous. Et la prise en charge également a été un défi très important. Nous avons démarré avec un seul centre de traitement des épidémies, un seul, qui était localisé au niveau du service de maladies infectieuses,
avec 12 lits. Au tout début, pas de paraclinique, puis ensuite l'Institut Pasteur a très rapidement créé les conditions de faire le diagnostic. Et à mesure que les cas graves augmentaient, la prise en charge des cas graves posait de plus en plus de problèmes aux ressources humaines qui n'étaient pas en quantité importante ou suffisante et qui étaient de plus en plus stressées, nécessitant la capacitation en équipement et en nombre. C'est ainsi qu'avec le temps, d'un seul CTE de 12 lits, on est passé à 36 CTE sur l'étendue du territoire. Les CTE, c'est les centres de traitement des épidémies, avec plus de 1300 lits, une disponibilité de l'oxygène plus importante. Donc, j'ai dit des laboratoires sur toute l'étendue du territoire, par région au moins, et 7 dans Dakar. Des scanners, là où il n'en existait pas, pour pouvoir réaliser ces scanners thoraciques et prendre en charge les malades. Et enfin, des réanimations ouvertes, des organisations différentes dans les hôpitaux pour pouvoir arrêter certains services, les dédiés au Covid et vice-versa. Promouvoir la formation du personnel pour les CTE qui sont dans des régions périphériques où les gens n'avaient pas suffisamment de personnel pour prendre en charge de tel type de malades et la mise en place des sites extra-hospitaliers dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces efforts, évidemment, qui ont été importants, il faut le dire, il faut les poursuivre. Le profil épidémiologique des patients s'est modifié au cours de la troisième vague, avec une atteinte plus importante des adultes jeunes. Mais ce qui était le plus caractéristique, c'est effectivement l'augmentation des cas graves, générateurs de décès. Alors, l'analyse des facteurs est liée au fait que la consultation est toujours tardive. C'est une constante dans la prise en charge clinique dans nos pays. Mais ici, quand un malade a, soi-disant, une petite grippe au début, il ne vient pas. Il attend d'avoir une détresse respiratoire quand il désature, quand il a besoin d'oxygène, etc. C'est à ce moment qu'il vient à toute vitesse, et ce qui empêche de faire un traitement précoce. Et ce retard de prise en charge entraîne une augmentation des cas graves et donc des décès. Évidemment, le non-respect des mesures barrières. Aussi, faut-il aujourd'hui favoriser le recours précoce aux soins et intensifier surtout la communication sur le déni et la stigmatisation. Vous voyez qu'avec aujourd'hui l'épisode, enfin, la période ou l'ère de l'infodémie, vous voyez circuler sur WhatsApp et dans les réseaux sociaux en général, à la fois tout et n'importe quoi. J'ai vu une vidéo, par exemple, où un monsieur enturbané disait qu'à partir du moment où on avait des ablutions, que le Covid ne pouvait rien contre nous, par exemple. C'est pour dire. Et le défi le plus important et peut-être le moins susceptible d'être réglé, c'est celui des ressources humaines, puisqu'autant on peut acquérir un matériel, des équipements en 3 à 6 mois, autant pour les ressources humaines, il faut plusieurs années pour former un infirmier spécialisé, pour former un médecin spécialisé, etc. Et si l'on s'en tient au ratio recommandé par l'OMS, qui suggère que dans chaque équipe, il y a un médecin, un infirmier, un hygiéniste et un spécialiste du bio-nettoiement, si vous comptez 3 équipes par jour, puisque ça fait le 3 x 8, une équipe supplémentaire pour permettre le turnover et le repos, multiplié par le nombre de CTE dans le pays, évidemment, c'est insoutenable. C'est clair. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre les personnels là où on en a peut-être le moins besoin, et encore, on a toujours besoin de personnel, et les répartir dans les endroits où on en a le plus besoin en fonction de la situation. C'est ainsi qu'on a initié des systèmes de mentorat des sites, on a fait venir des infirmiers de différentes localités dans des réanimations, dans les services de maladies infectieuses pour les capaciter rapidement en 2 à 3 semaines, puis les retourner sur les sites locaux initiaux, ou alors déplacer des médecins ou des infirmiers plus différenciés sur différents sites pour, sur place, promouvoir certains types de traitements, etc. Évidemment, il faut renouveler le staff et de la même manière qu'une douleur chronique, par exemple, rend fou, eh bien, une dépression s'installe, une démotivation du personnel, avec carrément un burn-out en fonction de la longueur, de la durée de l'épidémie. Parce que c'est parfois extrêmement prenant
de passer toute une nuit sur un malade avec des équipements qui sont lourds, chauds, complètement harassés, puis ensuite retourner le lendemain dans un autre service et faire son activité ordinaire d'anesthésie, de réanimation, etc. Évidemment, le nombre de réanimateurs n'est pas suffisant aujourd'hui. Le défi en matière d'équipement, au début, était mondial. Il y avait une tension au niveau de toutes les chaînes d'approvisionnement. Vous vous souvenez, on a vu en Europe des équipements être détournés sur le tarmac de l'aéroport par certains pays au profit d'autres. Carrément, tellement il n'y en avait pas assez. Puis ensuite, il y a la gestion du matériel existant, puisque les ingénieurs biomédicaux, du moins, il n'y en a pas, en tout cas pas suffisamment, techniciens supérieurs également, et donc ce qui fait que cela rend toute maintenance difficile partout. La répartition équitable des équipements et des consommables a souvent posé des problèmes différents utilisateurs, je dirais. Si vous avez dans une commission médicale d'établissement les infectiologues qui disent « nous recevons 100% des patients, nous devons recevoir 100% des équipements et des consommables », évidemment, ce n'est pas recevable, puisqu'il y aura toujours les autres, nous, qui diront qu'il y a toujours des traumatismes crânio-encéphaliques, des rétentions aiguës d'urine et des infarctus du myocarde qui viennent à l'hôpital et qu'il faut les prendre en charge. Précisément, ce serait une erreur de penser qu'il faut tout résumer au Covid. Donc, les lits de réanimation, bien sûr, les lits pourvus d'oxygène, et tout cela a fait que nous avons réalisé vraiment une course à l'équipement dans les différentes formations sanitaires. Et cette pandémie a mis en exergue toutes les insuffisances que nous connaissions déjà, mais les a mises en évidence davantage au triple plan des infrastructures, des équipements et des ressources humaines. La gestion des données est une chose très importante en matière d'épidémie. Avoir une stratégie correcte est extrêmement lié à la collecte de données fiables. Sinon, on va vers des stratégies qui sont fausses. Ces données existent, des systèmes informatiques existent, mais ils sont éparpillés. Il y a une fragmentation de ces systèmes informatiques qui nécessite qu'on les mette aujourd'hui en réseau à l'intérieur d'un même hôpital, par exemple, mais aussi du niveau périphérique vers le niveau central, de façon à ce que cette utilisation des données puisse être faite dans les meilleures conditions. Donc, il faut poursuivre cette mise en réseau de l'ensemble du système informatique. Alors, la chose que nous avons le plus en commun dans le monde concernant cette pandémie, c'est que c'est l'ignorance que nous avons de la maladie. Dans tous les pays, les gens ont été confrontés progressivement à des problèmes au jour le jour. Et ils ont trouvé les moyens de s'adapter. Ils ont fait des bilans d'étape, corrigé ce qu'il fallait corriger. Et c'est ainsi que tout le monde a avancé. Et c'est ainsi qu'au début, il n'y avait pas de traitement du tout. Chacun faisait comme il l'entendait. Puis ensuite, l'harmonisation et les efforts qui ont été faits dans cette harmonisation et la mise en place de protocoles de traitement a pu permettre aujourd'hui de pouvoir disposer, au-delà du traitement des surinfections bactériennes, de promouvoir l'utilisation de corticoïdes, ce qui est important dans les urgences, les détresses respiratoires, l'utilisation d'anticoagulants pour prévenir la maladie thromboembolique et même d'anticorps monoclonaux pour les pays qui sont riches. Donc, tout cela existe aujourd'hui et c'est la recherche et l'harmonisation des résultats qui a permis cela. Évidemment, il faut poursuivre l'élaboration des protocoles de recherche pour la prise en charge, mais également pour la meilleure connaissance du virus et les essais cliniques de nouveaux produits, de nouveaux vaccins, etc. Ça, il faut absolument continuer de le promouvoir. Évidemment, il y a, en termes de perspective, dans le domaine de la prise en charge, bien sûr, il faut augmenter les capacités de prise en charge, tout en poursuivant les efforts faits dans la décentralisation dans chaque région,
renforcer les capacités litières et les équipements dans les réanimations. Évidemment, ça va des lits au matériel, aux consommables, poursuivre les cycles de formation continue de l'ensemble des personnels de santé et augmenter les personnels de réanimation. Évidemment, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, sachant que, effectivement, ce qui n'a pas été fait, si vous voulez, sur 60 ans, ne peut pas être, 60 ans, je veux dire, d'indépendance, ne peut pas être rattrapé en 1 ou 2 ans. Il faut poursuivre les efforts autant que possible, mais de façon régulière. Il faut enfin rendre disponibles et de manière pérenne les médicaments dédiés. Quand il n'y a pas de laboratoire de fabrication des médicaments, d'usine de fabrication, de production de médicaments, évidemment, on dépend de pays qui les fabriquent et on les achète, et cela peut poser problème. Il en est de même de la vaccination, et il faut se réjouir aujourd'hui que le Sénégal ait entrepris, avec l'aide de partenaires, notamment l'AFD, les États-Unis et la Banque européenne d'investissement, la construction d'un centre de production de vaccins de Covid pour l'Afrique. L'Institut Pasteur a une longue tradition de fabrication de vaccins, notamment pour la fièvre jaune, et c'est ainsi que ce centre de production est en train d'être construit et devrait être fonctionnel en 2022. Nous espérons que d'ici là, les vaccins pourront être disponibles pour l'Afrique. En résumé, nous avons une maladie nouvelle, avons dit, nous apprenons chaque jour, et nous avons observé depuis à peu près 5 semaines une défervescence progressive de cette courbe des cas cumulés. Ce qui nous laisse penser que la 3e vague est en train de tirer à sa fin. Et c'est vraiment le moment d'en faire le bilan et de préparer la 4e vague, parce qu'il ne faut pas espérer que la 4e vague ne viendra pas, elle viendra. C'est comme ça que cela s'est passé ailleurs et que ça se passera chez nous également, probablement avec un décalage, c'est ce que nous constatons, mais ça viendra assurément. De nombreux défis sont posés, effectivement, certains sont relevés très partiellement déjà. C'est les équipements, c'est la capacitation, encore que il reste encore beaucoup à faire, mais d'autres sont à résoudre et qui sont les plus difficiles, et en particulier, c'est le problème des ressources humaines. Il faut en former davantage et les recruter, bien sûr, parce que ça ne sert à rien de les former s'ils ne sont pas recrutés. Dans les perspectives concernant la population, l'objectif est vraiment l'engagement communautaire, c'est la seule voie de salut, tant que au niveau de la communauté, la perception de la nécessité de se vacciner, d'observer les mesures barrières ne sera pas une réalité. Bon, évidemment, nous courons encore derrière la pandémie, et l'organisation des soins doit être renforcée, bien sûr, nous l'avons dit, et optimisée. Les chercheurs doivent chercher à avoir une meilleure connaissance de la maladie, poursuivre les essais, que je l'ai dit, cliniques, thérapeutiques, mais aussi vaccinaux. Et les pouvoirs publics ont la responsabilité de garantir le relèvement de ce plateau technique pour une meilleure résilience du système de santé. Voilà, je voudrais en profiter à la fin de ma présentation pour remercier la FLK. La FLK est une ONG qui nous a appuyés depuis plusieurs années, bon, de manière générale, financier et matériel, ce qui a vraiment eu un impact extrêmement positif dans la qualité des soins de notre service, et c'est le lieu de les remercier, mais plus particulièrement au cours de cette période de pandémie, au cours de laquelle, avec une très grande célérité, nous avons pu disposer d'équipements de protection individuelle, de gants, masques, thermoflash, enfin, tous ces produits indispensables et qui manquaient à tous. Et ceci, bon, sans tambour, comme on dit, ni trompette. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'au cours de la pandémie l'épidémie de Ebola, nous avions bénéficié de nombreuses fois d'actions de ce genre, et c'est tout le lieu de les remercier pour leur soutien financier, matériel, etc. Je dois dire qu'au-delà de notre service
AFLK agit dans la santé de la reproduction, en direction des femmes, en créant une structure qui s'appelle Kerdigeni, où les femmes de conditions limitées viennent et se font consulter et prendre en charge et bénéficient d'une éducation pour la santé. Et c'est la même chose. Un centre de santé a été construit dans le sud-est du pays. Et vraiment, c'est tout lieu de féliciter. Voilà Nicolas, hein, tout là, et toute son équipe. Merci en tout cas pour tout. Ça, c'est une illustration de l'ensemble de... Parce qu'il y en a beaucoup. Là, vous avez des cartons comme ça où nous recevons des produits de désinfection, des gants, etc. Et d'autres. Ici, vous aviez une réhabilitation de notre centre, de notre salle de soins qui a été entièrement réhabilitée à leurs soins et différents équipements et matériels. Et là, vous avez les chèques. Nous avons une bourse pour les produits de tous les jours, des antibiotiques, etc. Et vraiment, merci pour tout AFLK. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez appris quelque chose. Et je reste à votre disposition pour la suite et des discussions. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci, cher Seydou, pour cette présentation tout à fait précise et très renseignée qui nous a permis d'avoir un aperçu en particulier du Sénégal, puisque les médias, en particulier en France, ont tendance à aborder l'Afrique de manière générale et sans discernement. C'était intéressant d'avoir, une fois encore, du point de vue du spécialiste et d'un professionnel de santé et d'un scientifique de haut niveau, un point de vue plus renseigné sur le cas du Sénégal. Alors, il y a quelques questions. Peut-être, si vous me permettez de profiter de mes attributions, je voudrais vous poser la question déjà des 3 vagues. Donc, on a vu que la première avait été tout à fait facilement, ou en tout cas efficacement jugulée. La seconde, pas trop mal. Et la troisième, effectivement, à la troisième, ont commencé les problèmes. Je voulais avoir votre point de vue de scientifique, puisqu'au départ, les Occidentaux s'étonnaient finalement du faible nombre de cas en Afrique et s'en félicitaient. Et il y avait à peu près 2, sinon plus, théories liées d'une part à la pyramide des âges et la jeunesse de la population africaine de manière générale, d'autre part à la chaleur ou aux éléments climatiques. Il semblerait que en fait, ces 2 explications, en tout cas, aient fait long feu quand on voit la 3e vague. Qu'en pense le scientifique que vous êtes? C'est une question intéressante. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Il faut dire que, en plus de ces 2 arguments qui ont été battus en brèche rapidement, parce que si on voit bien, en Iran, en Arabie Saoudite, etc., il fait plus chaud que chez nous. Et ils ont eu des choses. Le 3e argument qui avait été évoqué, c'était l'immunité acquise par de nombreuses épidémies précédentes et vaccinations précédentes. En Afrique, nous connaissons les épidémies. Aujourd'hui, le Covid touche le monde entier. C'est ce qui fait que il y a cette, comment on appelle ça, tout le monde est terrorisé en quelque sorte, parce que ça touche tout le monde. Mais nous vivons avec les épidémies les unes après les autres, en fonction de l'état. Ebola ici, il y a quasiment la plupart des maladies virologiques résident en Afrique, en particulier en Afrique des forêts. Et les personnes ont été confrontées à de nombreuses épidémies de parasitaires ou virales, etc., ou bactériennes, et se font vacciner et font face. L'immunité plus grande se constitue, c'est également un argument qui a été évoqué, mais la 3e vague montre que voilà, ce n'est pas la même chose. Plusieurs réponses. La première, c'est que je crois que tout dépend de la stratégie de testing. En Afrique, on nous avait, l'OMS dit en tête, vous avez prédit le chaos
quand ça flambait en Italie et à New York, etc., et aux États-Unis. Puis ensuite, en France, on a dit quand ça viendra en Afrique, ce sera l'hécatombe. On n'a rien vu. Et quand l'épidémie est venue, elle s'est présentée manifestement d'une manière différente. Elle était moins agressive, elle se transmettait moins. Et donc, les gens ont dit, c'est pas pour nous. Et n'y ont pas cru. Et ce qui fait que c'était un dialogue de sourds entre les États et les États, les gouvernements et les populations qui disaient non, ça, c'est pas pour nous. Mais ça a fait long feu également parce qu'à partir de la troisième vague, le virus s'est présenté différemment avec une capacité de transmission 10 fois plus grande. Et voilà, immanquablement, nous avons vu ce pic-là arriver. Alors, l'explication scientifique, on garde la même que tout le monde, c'est-à-dire la transmissibilité est plus grande. Est-ce que nous restons toujours dans des proportions totalement différentes? Par exemple, nous avons un pic journalier de 1777 cas, alors que quand les pics journaliers flambaient, par exemple, en France, c'était 35 000 cas. Même si on ne considère pas en valeur absolue parce que la population française est beaucoup plus importante, mais même en proportion, les chiffres des personnes atteintes sont beaucoup plus importants en Europe. C'est lié peut-être à la stratégie de testing encore. Même parmi les pays africains, vous voyez des atteintes différentes, très différentes selon les pays. Nous avons le Nigeria qui a 10 fois plus de population que tout le monde, et donc c'est normal, ils viennent en tête. Mais après, les pays ont des systèmes de santé qui sont équivalents, ils ont des populations à peu près équivalentes. Malgré tout, ils ont des chiffres différents. Et à mon avis, c'est lié au testing. Parce que qui teste trouve. Et ceci explique en partie que dans les pays occidentaux, peut-être on trouve davantage parce qu'on teste un plus grand nombre de personnes. Alors, je pense qu'à part la plus grande transmissibilité du variant Delta, je ne lui trouve pas de circonstances particulières. Et c'est ainsi que cette transmission se fait d'une façon beaucoup plus importante partout, mais elle est plus manifeste chez nous parce que peut-être qu'à ce moment-là, à partir du moment où on ne teste qu'une personne, à partir du moment où cette personne a des symptômes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui, si elles avaient été testées, auraient été probablement positives, mais que c'était des cas asymptomatiques. Voilà à peu près ce que je peux dire concernant la troisième vague. Merci beaucoup, professeur. Pour faire suite, Olga vous pose la question de savoir justement sur les simulations et les suivis de la pandémie au niveau du pays par des modèles mathématiques. Est-ce que vous avez ce type d'approche au niveau du… Oui, il existe une cellule dédiée à cela dans le ministère de la Santé. Évidemment, je n'en connais pas bien les travaux et les tenants et les aboutissants, mais c'est eux qui font des projections sur comment la courbe va se donner, comment ça va évoluer, et donnent des algorithmes de suivi et d'anticipation de cela. Mais bon, j'avoue que je ne peux pas en dire davantage. Je sais qu'une telle structure existe effectivement au ministère de la Santé. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous n'hésitez plus à poser vos questions directement au professeur Badiane si vous le souhaitiez. J'aurais aimé aussi vous poser la question des anti-vax, qui est une thématique, en tout cas en France, assez brûlante. Donc, les gens contre la vaccination qui trouvent des arguments plus ou moins scientifiques et fondés. J'ai été très surpris de voir que même les religieux qui s'impliquaient, et notamment dans des régions apparemment religieuses du Sénégal, n'avaient pas été suivis. Est-ce que c'était par esprit de contradiction? Est-ce que c'était simplement par méconnaissance ou par désinformation ou comment expliquez-vous en fait cet écart entre notamment des prescriptions de gens d'ordinaire écoutés et suivis et la faible
comment dire, la faible discipline des populations, si je vous ai bien compris. C'est ça. Merci. Oui, ça, c'est la raison pour laquelle je disais que c'est dans la communication que le gouvernement s'est le plus investi. Et c'est là où on a les résultats qui sont les moins probants. Et c'est pourquoi mon ami, là, le socio-anthropologue, disait que effectivement, on n'était pas parvenu à promouvoir cet engagement communautaire. Et les outils de compréhension de cela, effectivement, ne sont pas encore vraiment cernés. Un des éléments, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, on nous avait pris le chaos n'est pas venu. Le chaos n'est pas encore venu. Et souvent, les gens ont tendance à dire, ouais, c'est pas une maladie pour les Africains, disent-ils. La deuxième chose, c'est que les vaccins, oui, bah, pourtant, le Sénégal a des traditions de vaccins, par exemple, depuis 1967, parce qu'il existe un programme élargi de vaccination. Et tous, moi, ma génération, la génération d'avant, avons été vaccinés de déphtéricoque, polio, fièvre jaune, variole à l'époque, régulièrement. Et là, il suffit que, enfin, vous savez, les théories complotistes disent que l'Occident veut stériliser l'Afrique et que donc, voilà. Et donc, dès qu'on touche à la stérilisation, ça, je crois que ça marche. Effectivement, des religions ont été mobilisées d'une façon qui nous a nous-mêmes surpris. Vous savez qu'au Sénégal, on a fermé des mosquées. 95% de la population est musulmane. Comme les Sénégalais pensent que ce sont les meilleurs musulmans du monde, fermer une mosquée était impensable jusque-là. Et on a fermé des mosquées. Un khalife d'une haute confrérie a appelé à rester chez soi et prier. Ce qui était jusque-là inimaginable. Mais évidemment, il y aura toujours d'autres marabouts qui vont appeler à prier, et à aller faire des ablutions et se protéger contre le Covid. On n'a pas trouvé, et aujourd'hui, les gens sur le terrain travaillent d'arrache-pied à comprendre pourquoi. Mais les jeunes, un autre élément a été que le président de la République, au moment où il levait l'état d'urgence et le couvre-feu, avait pour argument dit, entre autres, il faut apprendre à vivre avec le virus, parce qu'évidemment, nous sommes dans un pays où l'économie est informelle, où les personnes n'achètent pas à la fin du mois tout leur ravitaillement, etc. Ils vont chaque jour chercher rapidement de quoi ramener à la maison pour qu'on prépare le repas du jour. Alors, ces personnes, quand on les confine, ne donnent pas à manger à leurs enfants. Donc, c'est l'économie informelle. Les gens ont besoin de sortir de chez eux pour aller vendre, aller demander à d'autres, etc. Ils ont besoin de cela. Ceux qui travaillent la nuit, les petites vendeuses de cacahuètes à la sortie du cinéma, les vendeurs dans la rôtisserie, etc. Tous ces gens-là, qui sont toutes des populations dont l'économie est de la soirée, ont besoin de travailler dans la soirée. Et quand on dit couvre-feu à partir de 19h, c'en est fini pour eux. Et ceux-là ont résisté. Il y a eu des jeunes qui sont sortis dans des quartiers pour en découdre avec les policiers, pour dire que nous en avons marre, etc. Et quand le président est revenu pour alléger cette situation, il avait dit, effectivement, il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus, ce qui voulait dire en respectant les mesures barrières, etc., en portant le masque. Eh bien non, les gens ont dit, le président a dit il faut vivre avec le virus, et donc ça a été l'occasion pour les gens de se laisser encore aller, quoi. Mais je pense que, bon, là encore, la communication pêche, et je pense que peut-être que d'ici la 4e, voire la 5e vague, on aura trouvé le... C'est la même chose pour la vaccination. Les gens ne voulaient pas se vacciner. Par exemple, dans la région de Diourbel, à Touba, à un moment donné, on a rapatrié, je dirais, on a ramené des lots de vaccins qui étaient envoyés en quantité, parce que c'est une grande ville, dans d'autres régions où les gens voulaient se vacciner, où il y avait une pénurie de vaccins. Donc, à un moment donné, il y a eu une communication sur les vaccins. On a montré les cimetières qui, par exemple, un cimetière qui enterrait 10 personnes par jour se retrouve avec 30 à 40 personnes par jour, etc. Ceci a fait que
après un second temps, les gens sont partis se faire vacciner. Et le dernier problème du vaccin, c'est qu'effectivement, on n'en a pas de disponible. Nous utilisons le vaccin qui a été acheté par l'État ou dont on nous a fait don. C'est aussi difficile d'avoir une stratégie très cohérente dans la mesure où il faut attendre d'avoir le vaccin pour promouvoir. Ça encore, c'est des faiblesses et nous espérons que peut-être avec l'usine de fabrication de production de vaccins, ce problème sera derrière nous. Puisque vous parlez de vaccins et puisque nous sommes également ce soir dans l'enceinte de l'école militaire et de l'Institut des hautes études de défense nationale, il a été écrit pas mal de choses sur la géopolitique du vaccin et notamment, bien évidemment, de l'opposition entre les Chinois et les Américains à l'échelon de la planète entière. Alors, on a pu voir dans vos courbes très renseignées que Sinovac, notamment, avait été, en tout cas, le premier recours et puis le recours dont l'antériorité était la plus importante. Et on sait la politique assez, comment dirais-je, engagée de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, où les intérêts vont au-delà de la vaccination, mais peuvent s'accompagner aussi d'une géopolitique du médicament et de la vaccination. Si j'ai bien compris votre, pas conclusion, mais vous dites qu'une usine ou un centre de développement de vaccins va être monté en coopération avec les Américains. Les Américains, l'AFD, oui, et la Banque européenne d'investissement. D'accord. Donc là aussi, il y a une espèce de… Exactement. Il faut dire que notre président de la République avait plaidoyé dans le sens de construction de trucs comme ça en Afrique, évidemment avec l'espoir que ça se ferait au Sénégal, puisque je crois qu'il y en a trois. Il y a 3 centres qui peuvent fabriquer des vaccins en Afrique, en Tunisie ou au Maroc, je crois que c'est en Tunisie, au Sénégal et en Afrique du Sud. 3. Le premier centre étant l'Institut Pasteur de Dakar, qui est une succursale de l'Institut Pasteur de Paris, qui a progressivement été capacité pour être capable de fabriquer des vaccins. Et à partir du moment où il y avait de moins en moins de fièvre jaune, l'Institut Pasteur de Paris a tout décentralisé au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est aujourd'hui la seule institution en Afrique qui fabrique des vaccins contre la fièvre jaune. Donc, nous avons des traditions de fabrication de vaccins, et donc c'est tout naturellement que le président a fait un plaidoyer au niveau du G, je ne sais pas combien, pour que ça se construise. Et aujourd'hui, les pays qui ont appelé à cela, c'est la France, les États-Unis et la Banque européenne d'investissement. Et l'usine est en construction actuellement. Elle devrait voir le jour, je ne sais pas à quel mois de 2022. D'accord. Voilà, ça sera… Et j'ai entendu, à l'inverse, en France, des gens se plaindre qu'à partir d'un moment donné, il n'y avait plus de masques, on était obligé de commander les masques en Chine. Et que donc, les entrepreneurs disaient qu'il ne fallait plus délocaliser les usines, il fallait garder la main sur tout, quoi. Tout à fait. Et c'est la raison, et de manière identique, aujourd'hui, je pense que, en tout cas pour ce qui est du Sénégal, il existe des gens susceptibles de prendre en charge, promouvoir, construire des centres de production vaccinale. Ce n'est pas normal qu'on ne fabrique même pas du sérum physiologique ou des compresses, etc., dans nos pays, alors qu'il ne faut rien pour le faire. Donc, je pense que cette pandémie va réveiller un peu tout le monde et va permettre que les pays, peut-être, se dotent d'un minimum d'autonomisation en matière de la production des propres produits de santé pour prendre en charge leur population. Peut-être aussi au niveau de l'efficacité vaccinale, je m'adresse à nouveau aux scientifiques que vous êtes, parce que je me méfie toujours de ce qui peut se dire dans la presse. En tout cas, en Occident, l'idée, c'est que l'efficacité vaccinale des 2 vaccins chinois est inférieure à l'efficacité vaccinale des 2 vaccins ou des 3 vaccins américains. Est-ce que vous avez pu voir, vous qui d'abord, vous, c'est-à-dire les Sénégalais, avez été, disons, vaccinés grâce au vaccin chinois, effectivement, la démonstration d'une moindre efficacité ou absolument pas?
Non, absolument pas. On ne peut pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que en termes d'efficacité, effectivement, je crois que même les Chinois sont d'accord que du point de vue de la couverture, de l'efficacité de la couverture, c'est le vaccin chinois qui couvre le moins, puisqu'il a été fait selon les anciens procédés, le virus atténué, etc. Alors que les autres utilisent une technique nouvelle avec l'ARN et qui fait que la couverture est plus grande. Donc, on peut avoir des couvertures qui vont de 90 à 98% pour le Pfizer, le Sputnik, le Moderna. Un tout petit peu moins pour l'AstraZeneca et moins de 70% pour le vaccin chinois, Sinovac, Sinopharm. Je crois que ça, c'est admis. Mais à l'inverse, il se dit que le vaccin chinois, parce que c'est le procédé ancien, est moins susceptible d'entraîner des effets secondaires. Voilà. C'est vrai que la couverture vaccinale elle est plus importante pour les derniers. Mais nous avons eu, dans un second temps, une plus grande quantité d'AstraZeneca. Et je pense d'ailleurs que la stratégie COVAX nous donne de l'AstraZeneca. Et du point de vue de la tendance, de plus en plus, l'AstraZeneca va venir prédominer sur le Sinopharm. D'accord. Mais c'est sûr que c'est des questions de géopolitique. Hein. C'est sûr que moi j'ai vu dans la stratégie comment on appelle ça, de la conduite à tenir vis-à-vis des patients qui viennent selon qu'ils sont vaccinés et qu'ils ne sont pas vaccinés. Dans la stratégie, en Europe, le Sinopharm ne figure même pas. Il ne figure même pas. Et donc, là, j'ai vu aussi à la télévision une dame qui venait de Turquie, qui avait été vaccinée, qui a montré son QR code dans, je crois que c'était un pass sanitaire, et l'agent a regardé et lui a dit, c'est pas valide, et vous rentrez chez vous. Bon, ça avait fait rire, mais c'est l'absurdité. Elle a eu le même vaccin, AstraZeneca, je crois, en Turquie. Bon, arrivé en France, on l'a testé, apparemment, c'était pas... C'est vrai que tout le monde se méfie de ce que les laboratoires disent parce que effectivement, il y a de la géopolitique en dessous de tout cela. Et donc, on verra. Mais une chose demeure certaine, c'est que les vaccins, l'efficacité définitive des vaccins n'est jamais prouvée qu'après des dizaines d'années de vaccination. On a su que la rougeole était efficace, le Vax était efficace après qu'on l'ait testé des dizaines d'années. Bon, évidemment, 50 ans plus tard, on peut brandir le poing et dire ça marche. Mais là, on est juste au début. Et donc, on peut dire ce qu'on veut. Malheureusement, nous sommes dans une situation au cours de laquelle nous ne pouvons même pas, nous n'avons même pas le choix. Ouais. Nous utilisons les vaccins qu'on nous donne et voilà. Et puis, on parle même ici d'une troisième injection nécessaire ou possible. Hein, donc, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, tous les autres vaccins ont bénéficié de, je ne sais pas moi, la fièvre jaune, c'était tous les 3 ans, après ils ont dit tous les 5 ans. Le tétracoque, c'était tous les 3 ans qu'il fallait renouveler, etc. Donc, il est possible que les gens doivent se vacciner. On parle d'une seconde dose de Johnson, d'une troisième dose des autres. Oui, ça va venir certainement, parce que l'immunité peut-être aura tendance à diminuer avec le temps. Et par conséquent, il faudra peut-être des doses de rappel, quoi, comme on les appelait avant. Mais bon, l'avenir nous édifiera sur ça. Bien, moi, j'aurais une dernière question, mais je ne voudrais pas abuser de mes privilèges parce que je pose des questions. Je voudrais vraiment que les gens qui souhaitent vous poser des questions puissent vous les poser s'ils le souhaitent, hein, et ne pas truster les échanges, bien que ce soit aussi un peu mon rôle. Peut-être, s'il y en a une, ça n'est pas obligatoire, mais de votre point de vue, est-ce qu'il y a un enseignement possible à partir du cas sénégalais pour d'autres pays en Afrique? Une bonne pratique de la gestion au Sénégal de la pandémie dont pourraient s'inspirer d'autres pays d'Afrique? Et à contrario, est-ce que le scientifique et le responsable que vous êtes regrette quelque chose de particulier dans la gestion de la pandémie au Sénégal?
Monsieur, Putain. Monsieur Cherouti, d'accord. Voilà. Oui, alors, je pense que dans le cumul des cas, j'ai dit tout à l'heure que qui teste trouve. Qui teste trouve. Je connais l'exemple de pays où on ne teste que dans la capitale, par exemple. Et on ne teste pas dans les régions. Ou d'autres qui voient le nombre de décès dans les centres de traitement, pas ailleurs. Donc, s'il y a une bonne pratique, je pense qu'elle réside dans la décentralisation de l'ensemble des activités. La décentralisation du diagnostic dans toutes les régions, la décentralisation de la prise en charge. Je crois que ça, c'est probablement dans la prise, c'est ce qui est le plus important. Faire le diagnostic partout, pouvoir permettre que les personnes dans toute l'étendue du territoire fassent des tests et sachent si elles sont affectées ou pas. Et ensuite, avoir la possibilité de les prendre en charge sur place. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je pourrais recommander le mieux. Maintenant, ce que je pourrais peut-être recommander aussi, c'est pour la communication, mais ça, nous ne sommes pas parvenus à avoir des résultats probants. Donc, je nous le recommande également. La communication, c'est probablement ce qui est le plus important. Faire en sorte que l'engagement communautaire des masses soit réel et que les jeunes dans les quartiers fassent du porte-à-porte et incitent les personnes, les autres, à se vacciner, à se protéger, etc. etc. Ça, c'est vraiment deux trucs. Ce que je pourrais considérer comme regretter, c'est évidemment, c'est toujours le problème des finances, c'est l'utilisation, ce que j'appelle le corona business. Le corona business. On dit par exemple, l'État a donné tant de milliards pour le Covid. Personnellement, je ne suis pas sûr que tous ces milliards sont allés au Covid. Mais c'est ça, c'est-à-dire garantir la transparence dans les achats. Quand on dit, par exemple, que dans notre pays, il y a eu un scandale, puisque le président a dit, comme je dois confiner les gens chez eux, ils doivent trouver à manger, donc je sors tant pour leur donner gratuitement tant de quantité de riz, tant de quantité d'huile, tant de quantité, etc. Et cet appel d'offres a été extrêmement décrié par, évidemment, l'opposition, par la société civile, par tout cela. Mais en tout cas, ce qui laisse penser que la matérialisation de cette stratégie ne s'est pas faite dans les meilleures conditions de transparence, etc. Et donc, savoir que des gens utilisent la détresse humaine, tout cela, pour se faire de l'argent, me semble totalement insoutenable. Voilà. Alors, peut-être deux questions pour terminer notre très intéressante discussion, professeur. La première est de Louis Valentin qui demande si le coût ou les coûts exorbitants des tests au Sénégal et en Afrique de manière plus générale ne découragent pas les populations à se faire tester, si tant est que le coût du test lui-même soit aux dépenses de la population plutôt qu'à celui de l'État. Qu'en pensez-vous? Alors, bonjour Louis, comment ça va? Le test est gratuit. D'accord. Il est gratuit. Maintenant, depuis qu'on a instauré la nécessité de se tester quand on voyage, ce test n'est pas gratuit. Ce test-là, seul, n'est pas gratuit. C'est 40 000 francs le test. C'était 40 000 francs le test. Il a été abaissé à 25 000 francs maintenant. Maintenant, si moi je veux venir à Paris, je suis obligé d'aller me tester. Parce que c'est ma volonté personnelle. Mais quand je tousse et que je vais à l'hôpital, ce test est gratuit. Évidemment, il n'est pas gratuit pour l'État. L'État paye l'Institut Pasteur. Mais il est gratuit pour le demandeur de test. Il ne décide pas du test, c'est le médecin qui décide pour lui, c'est gratuit. D'accord, je comprends. Et peut-être pour finir,
ont parlé de la bonne pratique que pouvait représenter le Sénégal pour d'autres pays d'Afrique. À contrario, et de votre point de vue, y a-t-il une bonne pratique ou une meilleure pratique en Afrique dont pourrait s'inspirer le Sénégal et d'autres pays? Je n'ai pas l'expérience pratique de ce que font les autres pays. Et donc, je ne peux malheureusement pas répondre à cette question, mais il existe certainement dans chaque pays quelque chose de bien qu'on pourrait vendre. Mais non, je ne peux pas répondre. Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas d'échange des bonnes ou des pratiques, de manière générale, entre les pays d'Afrique. Si, il y en a. Il y en a parce que, par exemple, je sais que récemment, il y a eu une réunion entre les experts du ministère de la Santé du Sénégal et d'autres pays sur une initiative qu'ils voulaient prendre et pour laquelle ils savaient que le Sénégal avait déjà une expérience de cette initiative. Donc, ça existe. Et ça, c'est des initiatives personnelles. Si un ministre de la Santé veut aller dans le sens d'une stratégie quelconque et qu'un pays l'a déjà expérimenté, oui, il peut s'inspirer de ce que les gens font. Sinon, il existe des structures statutaires au sein desquelles des échanges peuvent se faire. Au niveau de la CEDEAO en particulier, il existe l'Organisation ouest-africaine de la santé. Mais malheureusement, cette organisation communautaire se réunit une fois tous les, je ne sais pas combien, et c'est sûr qu'après la fin de la pandémie, ils vont se réunir pour dire, voilà, les bonnes pratiques, c'était peut-être l'occasion de se réunir de façon exceptionnelle pour échanger un début d'expérience, peut-être, oui, effectivement. Très bien. Écoutez, monsieur le professeur et cher Sédou, merci infiniment à nouveau de vos éclairages. Dans le chat, il y avait beaucoup plus de remerciements que de questions. Les gens ont bien apprécié le point de vue que vous nous avez donné, qui est un point de vue à nouveau renseigné et savant. Et merci à vous de votre temps, de votre générosité et d'avoir éclairé notre lanterne sur un cas particulier que nous méconnaissions jusqu'alors dans nos pays respectifs. Nous vous souhaitons une excellente soirée et puis nous sommes impatients de pouvoir vous remercier plus concrètement au moment où vous viendrez à Paris. Je ferai tout pour. À très bientôt, professeur. Okay, merci beaucoup à toi, Frédéric. Ça a été un plaisir. Merci à tout le monde. Et je remercie tous les participants pour leurs remerciements et d'avoir été présents. Je sais qu'il commence à se faire un peu tard chez vous. Et ce fut vraiment un plaisir et j'espère que nous aurons l'occasion de le renouveler dans d'autres circonstances. Et en direct cette fois-ci et sans masque, espérons-le. Allez, au revoir et bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous. Merci encore. Au revoir.